qu'on voulait vous partager, alors qui est un peu moins fraîche, enfin qui date de fin janvier, globalement, c'est l'annonce de la roadmap des features de la Power Platform. Donc 2 fois par an, si je me trompe pas, Microsoft sort ce qui s'appelle la Release Wave. Donc on a une et deux qui vont annoncer sur l'année à venir un planning de déploiement des fonctionnalités de la Power Platform. Moins les surprises qui sortent aux grandes conférences. C'est ça, voilà, il y a les grosses annonces qu'on va éviter, sur lesquelles on va pas faire de teasing, mais globalement, on a quand même un plan de production qui est présenté, qui est assez intéressant parce que ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs et vous, en tant qu'utilisateurs, de savoir qu'est-ce qui arrive demain, c'est quoi la philosophie de la technologie, vers où l'éditeur veut nous emmener. Et du coup, on est souvent assez content de voir un peu ce qui arrive. Donc, de mémoire, il y a un portail en ligne de Microsoft qui... Ouais, c'est sur experience.dynamics.com/release plan. Il y a tout dedans pour tout est expliqué, fonctionnalité. Power Platform blog aussi, qui est en version moins carrée que le site que tu présentes, c'est vraiment le release plan. Et sinon, on tape Power Platform blog dans son moteur de recherche préféré et on a l'agrégation de toutes les news. Donc, tu as le lien qui t'envoie. Il y a un book PDF qui résume tout. Alors, il y a souvent beaucoup de choses, surtout que sur la Power Platform, on sait c'est un écosystème aujourd'hui d'outils qui est proposé par l'éditeur. Donc, ce que je voulais peut-être, Benjamin, Romain, c'est un peu vos coups de cœur sur les news. On va pas toutes les faire, mais qu'est-ce qui a attiré ton œil globalement? Qu'est-ce que tu voudrais partager? Ouais, déjà, moi, ce que j'aime bien redire, c'est quand même, rappelez-vous quand même de l'époque où on se battait pour avoir la roadmap. Moi, je me rappelle de certaines fois où j'étais en mode, mais faut que je donne un peu de visu. Là, moi, j'ai quand même une visibilité théorique jusqu'à septembre, là, avec les releases. Par mois, on sait ce qui va sortir. On a, c'est mars, avril, mai, septembre. En gros, côté Power BI, peut-être Power Platform, c'est un peu plus détaillé. Moi, ce que je vois quand même trois choses se dégager. Alors, premièrement, on est quand même de plus en plus. Power BI a beaucoup évolué. Power BI commence à être un outil qui est vraiment utilisé. Nous passons d'un besoin de nouvelles fonctionnalités dans l'outil à de nouveaux moyens de pouvoir gouverner cet outil. Donc vraiment, toutes les release plans qui vont sortir sont beaucoup plus axés, je trouve, par rapport à avant, sur tout ce qui est gouvernance, administration de la plateforme. Donc par exemple, quelque chose qui manque par défaut, c'est de se dire, quel est l'inventaire de mes rapports? Quel est l'inventaire de ce qui est publié sur mon tenant Power BI? Ça, par défaut, on a l'API Power BI qui nous permet de le faire, qui permet d'aller récupérer les infos, mais on n'a rien de packagé. Théoriquement, ça arrive. Donc nous, ça nous plaît bien parce que quand même, c'est un vrai besoin côté gouvernance, car on voit que beaucoup d'entreprises ont un peu perdu la main sur tout ce qui est déployé chez eux en termes de Power BI. Donc tout ce côté administration, gouvernance, il y a vraiment presque une dizaine de features qui vont sortir pour faciliter tout ça. Et ça va être très pratique pour tous les admins côté Power BI. Ce qui est un des gros enjeux du moment. On dit, je veux faire de la self BI, libérer le reporting dans l'entreprise. Par contre, à un moment, on a plein de clients qui reviennent en panique, qui disent, wow, j'ai tout perdu, j'ai plus la main, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Non, et ce qui est logique, j'ai un peu peur que mes données, certaines de mes données que je ne veux pas qu'ils soient publiées ou partagées à certaines autres personnes d'entreprise, le soient. Donc forcément, j'ai besoin d'administrer tout ça. Et en fait, à l'heure actuelle, on peut. Et c'est quand même demande beaucoup de travail. Donc là, plus de fonctionnalités d'admin, gouvernance. Beaucoup plus de fonctionnalités d'admin. Plus d'automatisation dans la gouvernance. Que la Power BI, c'est pas un produit jeune. Il y a des solutions de gouvernance, mais qui demandaient un peu de travail. etc. On voit l'arrivée de PureView un petit peu là aussi. Il y a 2-3 fonctionnalités PureView qui arrivent. Donc forcément, pour un peu aider aussi, je pense, parce qu'il y a toute une notion PureView, donc il faudra parler plus tard, qui est un outil pour moi, il va falloir vraiment surveiller quand même, pour le coup. On peut faire qui permet d'avoir des beaux sujets de sécurité, de compliance, de classification de données, etc. On fera peut-être une thématique dédiée. Donc ça, côté Power BI administration. Un autre truc qu'on voit aussi quand même, une vraie vague qu'on voit de plus en plus, Power Automate, Power Apps, à ces versions full online. Power BI, à l'heure actuelle, ne l'a pas. Je ne peux pas faire tout ce que je fais sur Power BI Desktop dans Power BI Online, à l'instant T où je vous parle. Le succès de Power BI, il vient aussi de là. C'est qu'à l'époque, quand Microsoft le sort, ils sortent l'outil de développement desktop qui est gratuit, que chacun peut installer chez soi. Et puis au moment de publier, partager, on dit il faut des licences. Exactement. Donc au début, c'était gratuit. Au début, c'était gratuit, exactement. Mais par contre, dès que je voulais utiliser le principe collaboratif de l'outil, ce pourquoi on veut l'utiliser, je devais avoir des licences. Donc un des points bloquants, c'est que du coup, c'est dur à gérer
pour des DSI, d'avoir des versions desktop qui sont mises à jour mensuellement. Mensuellement, sauf il y a 2 mois dans l'année, je crois, où il n'y a pas de release. Mais oui, sinon sur les postes. Donc, faut un SCCM qui tous les mois, potentiellement. À tenir à jour, etc. Quand les concurrents sont parfois aujourd'hui en version full online. Donc là, on avance de plus en plus. Exemple type qui a été annoncé, tout ce qui est reporting paginé. Alors, c'est pas le reporting le plus utilisé à l'heure actuelle dans Power BI, mais il y a une demande anciennement qu'on utilisait avec SSRS, des choses comme ça. Il y a une demande et il a été annoncé qu'elle serait entièrement faisable en online. Alors, moi je veux aussi que tout le Power BI soit faisable en online. On y approche de plus. On a tout ce qui est data mart qui est sorti, qui permet de faire tout ce qui est Power Query, modèle de données et reporting visuel à l'intérieur. Il nous manque encore cette fonctionnalité et c'est en preview, mais dans le bon bout. Après, c'est normal. Power BI, c'est le grand-père des Power quelque chose. C'est-à-dire au sens où là où un Power Apps, Power Automate a vraiment démarré, plus Power Apps a démarré full online, donc c'était facile d'être full online. Power BI, moi je me souviens des modules Excel il y a 10-12 ans. Power Query, on part pas du même héritage. Oui, voilà, c'est ça. Power BI, c'est l'évolution de produits desktop qui ont eu leur version web, là où le reste de la Power Platform le chemin est plus long. Et voilà, a été des globalement, reboots, si je retiens un côté Power BI, 2 tendances, plus de gouvernance et d'adoption proposée nativement, ça a été un des grands manques, et moins pas de plus petit à petit vers le full online. Et on a une dernière partie, mais qui va concerner beaucoup plus le premium, parce que là je vous parlais de toute fonctionnalité pro, c'est-à-dire que pour tout le monde. Là on a plus des fonctionnalités premium qui vont être ce qui est la migration automatisée des Azure Analysis Services to Power BI. On sait très bien que Power BI Premium a comme optique demain de remplacer Azure Analysis Services. On sait très bien, c'est pas dit, mais on le voit venir. On le voit venir. Et on voit que les fonctionnalités vont avec, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait du mal à l'imaginer. Là, on peut commencer à l'imaginer. J'ai des clients qui vont travailler avec des data mart ou des jeux de données organisationnels pour partager à des utilisateurs finaux pour créer du rapport. Donc, on est vraiment dans une optique qui commence à fonctionner, commence à exister. Cependant, on a beaucoup d'héritage potentiellement côté Azure Analysis Services et il fallait refaire. C'est comme, on a longtemps comparé Yammer et Teams, on a longtemps comparé forcément l'Azure Analysis Services, donc la partie modélisation côté Azure versus Power BI. À un moment, on a annoncé que les capacités, la capacité d'héberger les grands modèles, etc., commençaient à être quasiment la même, etc. Par contre, côté client, on se pose encore la question qui était de dire, bah voilà, est-ce que je pars, est-ce que je mets l'analysis services, est-ce que je mets tout mon modèle de données côté Power BI? Aujourd'hui, il y a une tendance qui laisse penser que on te permet de migrer l'un vers l'autre et pas l'inverse. Non, en effet. Et c'est quand même censé être en GA en avril. Donc, automatisation de Analysis Services. Il avait annoncé il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, et là, ça devient officiel. Là, on a GA, c'est dans la wave 1 de la release. Moi, voilà, on a plein d'autres trucs. Voilà, il y en a plein d'autres trucs, mais c'est trop gros. Et peut-être petit à petit la disparition de l'analysis services. On ne sait pas, mais on pas envie forcément, mais je pense que ça pourrait être intéressant sur le côté. En fait, c'est 2 types de métiers. C'est-à-dire, faire de l'analysis services, tu ne connais peut-être pas Power BI. Faire du Power BI, tu ne connais peut-être pas faire l'analysis. Peut-être qu'on va avoir un profil un peu hybride qui sera peut-être un peu moins technique côté Analysis Services, mais un peu plus côté Power BI et pourra faire un peu des deux. Côté Power Platform, du coup, oui, tes coups de cœur. On fait la transition. Alors côté Power Platform, Power BI fait partie de la. Oui, bien sûr. C'est ça, mais justement faire la transition. Power BI en effet est sur sa vague d'automatisation. Tout comme la Power Platform qui, elle, a eu ses outils de gouvernance plus ou moins rapidement. Ouais. Donc là, les derniers morceaux, mais des morceaux arrivent, d'autres morceaux se complètent. Bon, je maternalise pas trop là-dessus parce que c'est pas les grosses annonces de début d'année, on est plutôt sur les annonces de fin d'année. Mais on voit globalement que la sortie Microsoft est assez en phase avec les besoins, ce que nous annoncent les Gartner, les Forrester, c'est-à-dire on va avoir plus de pouvoir pour le business. Aujourd'hui, le low-code, c'est très sympa, c'est là pour faciliter la mise en place de projets par différents types de populations, du potential maker, ce qu'on appelle vraiment le débutant, au citizen dev et les pro dev, mais le step pour aller plus loin, c'est d'avoir encore plus de packaging business, de plus de composants préfaits où les entreprises peuvent aussi les faire. Et donc là, on est dans des centaines et des centaines de connecteurs, et encore ce matin, il y en a qui sont sortis. L'autre axe qui pouvait être un reproche, c'était la visuelle. Power Apps, c'était au début un Power Platform, Power Apps, PowerPoint amélioré. Donc là, on a Fluent UI qui a des grosses nouveautés, c'est le pack de composants plus joli. On a
plus de facilité pour faire du responsive design. Il faut être honnête, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le responsive design, à part les IT Pro... Qui a longtemps été un des grands reproches. On disait, si tu veux une application facile à faire et moche, tu prends du low-code. Mais pourquoi globalement, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas? Et si tu voulais du joli et du responsive, il fallait un IT Pro. Donc ces deux axes-là arrivent et avancent bien. Donc voilà, on a un troisième point qui n'est pas des moindres et qui, moi, me plaît beaucoup et qui est passé un petit peu discret juste avant la release. C'est ce qui concerne ce que Microsoft appelle les frontline ou first line workers, donc ce qu'on appelle les gens sur les terrains, les entrepôts, les chantiers. Ils n'ont souvent pas accès à du réseau ou en tout cas à des moyens IT, voilà, le PC pas de réseau a été traité très vite avec le mode déconnecté. Par contre, c'est souvent ce qu'on cite en tout cas. Voilà, la réalité du terrain, c'est qu'il n'y a pas un device par personne. Il n'y a pas un terminal par personne, ou même s'ils en ont, dans certaines situations, enfin les devices de chantier, c'est pas un Samsung S23 quoi. Ouais. Donc globalement, on est plusieurs sur le même terminal avec des grosses moufles. Et enfin, j'exagère, mais quand il fait moins 10, les moufles on les a quand même. Et du coup, l'idée c'est qu'ils vont faciliter à la fois les UI pour quand on est en mode pas dans un bureau avec le petit doigt. Le mobile doit le permettre. Voilà, et donc l'accessibilité et d'autres points dessus. Et l'autre point surtout, simplifier le fait d'être plusieurs utilisateurs différents sur le même terminal dans la même apps. Donc des possibilités de switch d'utilisateurs parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises font du compte de service unique, ce qui je rappelle en vrai est très borderline. Il y a voilà, suivant comment on le prend, c'est entre l'interdit et le toléré. On va pas rentrer dans les détails légaux aujourd'hui, mais normalement il faut pas. C'est un compte une personne. Et aujourd'hui c'est compliqué. Donc il y a ça et le dernier point qui va nous faire la transition, je pense sur un des gros sujets du jour, c'est ChatGPT dans la Power Platform. Qui est sous deux axes. Un, le Natural Language, qui est une base d'IA pour je parle, j'écris et j'obtiens un Power Automate ou un Power Apps. Et le deuxième, qui est plus récent, c'est je parle, j'explique à ChatGPT mon besoin et il me fabrique mon Power Automate dans mon environnement professionnel. Alors, on va fermer le débat sur ChatGPT maintenant parce qu'en effet, on aura le temps d'y revenir. Donc, ce que je retiens, c'est la partie Fluent, du coup, l'optimisation de l'accessibilité et toute la partie First Line Worker, une optimisation spécialement pensée pour les personnes sur le terrain. Et le gros axe, simplifier le travail pour les citizen dev et le business avec des connecteurs soit officiels Microsoft, soit faits par l'entreprise. Donc avoir un business low-code, passer du low-code, un des axes des 3 prochaines années qui doit démarrer cette année, suivant les Gartner, c'est passer du low-code au business low-code. Donc petit vote à main levée. Nouvelle vague ou déjà vu? Non. Alors c'est nouvelle vague pour nouveaux besoins. Et évolution, la continuité. Ouais, clairement une continuité. Proposition. C'est du très lourd. C'est du très lourd.